la demande sociale a évolué à travers le Covid et comment les professionnels de proximité y sont assignés d'une certaine façon et comment la commande publique entend ou pas les évolutions produites par le Covid. Et là, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que réellement, le monde a changé et que c'est pas une parenthèse, le Covid. En tout cas, c'est pas une parenthèse dans les quartiers populaires. La faim est devenue un enjeu. Alors, quand on dit solidarité alimentaire, comme si c'était formidable le bénévolat, faut pas rigoler. Derrière, ça veut dire des gens qui ont faim et qui n'ont pas de quoi manger, quoi. Et de l'autre côté, c'est la peur de la mort. C'est comment la mort, elle est rentrée dans les familles, comment plein de familles n'ont pas pu aller accompagner la mort ni au pays ni ici, et que réellement, et la question des jeunes, et la question de comment les jeunes, ils ont représenté un facteur de dangerosité pour les familles. Mais aussi comment les jeunes se sont sentis très solidaires, les familles. Et merci pour le titre de la conférence que vous me proposez, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup bougé. Du côté des solidarités avec les familles, c'est vrai qu'on voit que comme effectivement la famille élargie, on ne pouvait plus aller la voir, ni en France, ni au pays, et ben en fait, le voisinage est devenu très, très important en termes de solidarité. Les éducateurs de prévention spécialisés et les animateurs n'ont pas vécu exactement la même chose. Les éducateurs de PrEV, ils sont retournés assez vite dans les quartiers. Et puis, ils ont une philosophie du compagnonnage au sens de l'accompagnement individuel et collectif. C'est leur job, quoi. Mais l'accueil dans les locaux et tous les professionnels qui ont été mis en apesanteur parce qu'ils n'étaient pas une activité essentielle. Et je pense que réellement, du côté des animateurs, il y a un malaise aujourd'hui. Il faut pouvoir réatterrir avec eux. Au moment du Covid, ben quand même, si on n'a pas vu que la famille, c'était central, on ne le verra jamais. Hein. Parce que honnêtement, qui c'est qui a tenu le coup contre vent et marée? C'est les familles. Parce qu'un des résultats aussi qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent à l'accès au droit parce que tout simplement, ça ne correspond pas à leur temporalité. Quand on est dans la temporalité de l'urgence de la survie, on n'a plus le temps de faire en fait ces démarches d'accès au droit sur le fait que l'accès à l'emploi, ça suppose aussi que, j'allais dire, ça prenne une temporalité et un sens par rapport à cette question des survies immédiates. Alors moi, je vais vous dire 3 points d'appui qui sont les points d'appui avec lesquels je travaille pour pouvoir réfléchir la place des jeunes dans les institutions, dans les familles. La première chose, c'est d'abord, c'est quoi des jeunes? Alors, c'est qu'elle dit qu'en fait, la société démocratique, elle dépend de la capacité des adultes à accepter la façon dont les jeunes se saisissent du monde. Et que de toute façon, c'est saisissant parce que ça ne sera jamais comme eux sont nés au monde. Et donc, si on perd cette plasticité, si on perd cette capacité de se faire déranger, de se faire, d'une certaine façon, c'est Castoriadis qui parlait de ça, de se faire transformer en fait. Si on ne peut plus faire ça, et que de fait on est trop rigide par rapport à toutes les jeunesses, et pas seulement la jeunesse, j'allais dire, qui est la plus proche des enjeux de la transformation du pouvoir, mais nos jeunesses des quartiers populaires. Et effectivement, c'est sûrement pas en leur faisant la menace du séparatisme qu'on arrivera effectivement à pouvoir faire ce processus. Je crois qu'on a aussi des enjeux très importants aujourd'hui de faire communauté d'adultes ensemble et avec les professionnels issus de l'immigration. Moi, je connais aujourd'hui des professionnels issus de l'immigration qui disent à leurs enfants, tu ne parles plus à l'école, alors qu'ils sont éducateurs, alors qu'eux-mêmes sont au plus près des jeunes et en plus sont très accueillants de la République. Donc ça, c'est une vraie question de posture interne. Et ça, c'est une posture aussi des politiques publiques. C'est-à-dire, il faut que les politiques publiques restent accueillantes, restent, j'allais dire, dans cette position de confiance pour pouvoir réunir 100 habitants, pour faire que les jeunes ne partent pas à Daesh. Vous savez comme moi que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est pas qu'un système d'acteurs. C'est d'abord un lien. Qu'est-ce qu'on fait des appels à projets? Qu'est-ce qu'on fait des mises en concurrence? Comment on reconnaît les communautés? Comment on reconnaît des systèmes d'acteurs qui peuvent déposer des projets ensemble? Enfin, il y a peut-être aussi beaucoup de choses à travailler. Et je pense que ce point-là de travail, il est très urgent par rapport, en fait, à protéger les professionnels et leur permettre de travailler, je parle aux professionnels de proximité. Donc, vous voyez que derrière la question d'accueillir les jeunes, il y a des dimensions, pour moi, très techniques et en même temps une nécessité philosophique. Et je pense que beaucoup de professionnels de l'éducation, les éducateurs, les animateurs, quand effectivement ils font ce travail d'énonciation, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une commande pour énoncer, qui ne sont pas seulement assignés, j'allais dire, à gérer les jeunes, mais que de fait, on les met en position de témoin-interprète. D'abord, c'est une dignité, et puis de fait, ils savent très bien faire. C'est-à-dire, ils sont capables d'être des traducteurs réellement des enjeux et des pratiques, et on ne peut pas les utiliser en permanence à être dans quelque chose qui est encadrez-moi les jeunes, quoi. La troisième chose, c'est que je pense qu'on traverse une révolution. Cette révolution, moi, elle me sidère, c'est l'arrivée des jeunes sur le virtuel.
et que vraiment ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est la construction identitaire des jeunes. Il y a un enjeu sur le virtuel, c'est l'affirmation et son exposition. Pourquoi ils se filment tout le temps là pour s'exposer sur le virtuel? Il y a quelque chose dans l'ordre d'affirmation du corps, d'affirmation de quelque chose qui mélange l'émotion, le corps, l'affect et l'intellect de façon très nouvelle. C'est-à-dire comment aujourd'hui se lie la question de la présence, de la naissance au monde sur le virtuel, dans la naissance du rapport, j'allais dire, dans la rue, dans le monde réel. Et il y a une couture qui est particulière. La notion du territoire, on ne peut plus la penser que par le territoire physique. Il faut qu'on la pense en même temps sur le virtuel, en même temps sur le politique, en même temps sur le territoire. Voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le travail culturel est extrêmement important. C'est-à-dire comment on traverse avec eux des espaces culturels, des démarches culturelles, comment on fait dans cette rapidité de l'information, dans cette rapidité du temps, dans cette façon dont se met en lien le virtuel, le réel, il faut parler, il faut énoncer, il faut des démarches culturelles. Et je pense que la démocratie, peut-être plus que jamais, est liée à cette question culturelle. Je pense que ça désigne quelque chose aussi du rapport entre les jeunes et les familles. Comment les familles sont au centre de la démarche culturelle avec les jeunes. Et bien là, ça pose une question, c'est comment on travaille avec ce qu'on a appelé dans notre enquête les interlocuteurs des jeunes. Et là, les interlocuteurs, ils sont multiples dans les quartiers populaires. C'est le responsable du club de sport, c'est le responsable à la mosquée, c'est le responsable de l'association culturelle, c'est les écoles, et les jeunes sont entourés en fait d'interlocuteurs. Donc je crois réellement cette question de créer les conditions des rencontres, créer les conditions de l'imprévu, mais avec des choses, pour ça, il faut en fait des choses très formalisées. En fait, ce que j'ai appris, c'est que pour qu'il y ait des vraies rencontres, eh bien, il faut des choses très formalisées. Notre problème de travail en silo, là, avec les éducateurs, les animateurs, etc., eh bien, le problème, c'est qui est un peu, j'allais dire, chef de projet, c'est pas le mot, c'est pas ce qu'il faut dire. C'est plutôt quel est l'animateur de ça. Quel est l'animateur de cette capacité-là sur un territoire pour effectivement mettre en musique, que tout ça existe, le rendre visible, permettre des circulations. Et je pense que trop souvent sur les territoires, on se prive de ça. Est-ce que les habitants peuvent avoir un jour une fonction de contrôle sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on ne fait pas? Est-ce que les jeunes ils peuvent avoir une place par rapport à ça? Je pense qu'on ne peut pas jouer avec les instances participatives. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on les borde de telle façon qu'elles soient complètement, j'allais dire, redevables de ce qui est fait, quoi. Et je pense qu'on devrait avoir plus d'instances participatives, mais au sens de prendre le risque que les jeunes nous disent, et les parents et les familles nous disent ce qu'ils pensent de ce qu'on fait. On a bien vu quand même pendant le Covid que les gens ils y tiennent à notre boulot. C'est un chantier en marche, le thème que vous avez proposé, et qu'il faut qu'on se le tienne. Il faut vraiment qu'on le tienne, et que peut-être que la façon de penser la solidarité, c'est dans cette solidarité politique, anthropologique, qu'il faut pouvoir travailler. Et que la solidarité ne peut pas être envoyée qu'au caritatif, mais que la solidarité est un vrai enjeu, j'allais dire démocratique. Et il y a un petit élément parasite et qui vient parfois bloquer un petit peu toute discussion, c'est cette espèce de fantasme qui dit de toute façon, vous avez plein d'argent, vous utilisez l'argent sur notre dos et presque comme si une association subventionnée était corrompue. Je voulais savoir ce que tu pensais des démarches de type ATD Quart-Monde, où en fait se travaille plutôt le fait qu'on donne on donne la possibilité et la place aux personnes elles-mêmes d'écrire. Actuellement, entre l'aller vers et donner la parole, on n'arrête pas. Mais le problème, c'est qu'on crée plus de frustration, je pense, que réellement de résultats. C'est le fait qu'à des moments, on fait des choix. On fait des choix sur l'argent et sur l'emploi de l'argent. Comme on fait en camp d'ado. Hein, en camp d'ado, on fait des budgets, puis on leur demande à quoi ça sert et comment ils l'ont utilisé. Et ben, c'est la même chose. Il y a des moments, il faudrait retrouver des méthodes de camp d'adolescents. C'est-à-dire qu'effectivement, on vit ensemble, et ben, à un moment donné, on fait des choix. Et que de fait, c'est pas non plus une association, elle n'a pas un budget comme ça. Et puis que d'ailleurs, on peut aller chercher de l'argent, et d'ailleurs, ils peuvent nous aider à faire des projets pour ça. Mais c'est pas que ça. C'est aussi quand on a de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le gère et quel choix on en fait. Donc il y a aussi une valeur des mots. Moi, je pense par exemple dans les ateliers que je fais de la pensée critique, je mets beaucoup d'importance sur
on ne parle pas impunément, et ce qu'on le dit, c'est parce que ça a un sens et une responsabilité concrète. On ne peut pas dire les morts, ça compte pas, il y en a toujours eu, ça n'existe pas. Donc, il y a aussi des moments où il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire, tu sais de quoi tu parles? Alors parlons-en. La corruption, par exemple, c'est un super sujet. Voilà. Je pense qu'il y a des choses où il faut les prendre au pied de la lettre. Mais on ne peut pas nous laisser monter tout le temps la puissance victimaire. En plus, elle est rattrapée par le Front National, elle est utilisée par d'autres. Elle est antidémocratique. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais il y a un rapport entre l'argent, la corruption et la victime. La formalisation des rencontres, c'est pas pour avoir un programme de rencontres, c'est pour rendre visible, en fait, des espaces formalisés où on sait qu'on peut circuler entre des espaces et que de fait, on est attendu et accueilli dans ces espaces. Un lieu totalement anomique. Et ils ont réussi à finir par débarquer à 200 jeunes avec des pliants dans la médiathèque. Parce que le quartier d'à côté qui était construit, c'était un quartier avec des jeunes de 3 cités. Et bien, où est-ce qu'ils avaient le Wi-Fi? Sous la médiathèque. Ils ont appelé tous leurs copains, ils ont occupé la médiathèque avec 200 jeunes avec les pliants. Droit de retrait des professionnels, enfin, je vous laisse passer. Donc, réellement, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on fasse attention, en fait, à la notion qu'on met au travail pour créer les lieux. On a eu toute une discussion ce matin sur la question de l'exclusion des jeunes. Non exclure suppose de pouvoir exclure à certains moments pour faire qu'ils puissent revenir. Ben ça, c'était quasiment inentendable. Le problème des porte-paroles, c'est que c'est là qu'on arrive très vite aux victimaires. Je suis victime, donc je dois être entendue. Mais non, dans la démocratie, c'est je travaille, je propose quelque chose, donc je dois être entendue. Mais c'est pas a priori parce que je suis victime. Donc vous voyez, ce travail en ce moment sur le porte-parole et l'énonciation pour faire une politique publique, ça, je crois que c'est un super enjeu. Pendant le confinement du printemps 2020, nous avons posé un constat avec les partenaires du territoire suite à des nombreux coups de fil qu'on passait aux habitants du quartier. Donc le constat, c'était qu'il y avait une probable baisse du moral des habitants du quartier, qu'il y avait, et ça c'était clair, un accroissement des violences domestiques et on a également observé au sein du quartier une augmentation des tentatives de suicide. Ce constat étant posé entre partenaires, nous avons décidé d'expérimenter la présence d'un ou une psychologue pendant 4 semaines. L'été qui a suivi le confinement du printemps 2020, un psychologue pendant 4 semaines aux côtés des équipes d'animation de rue, puisqu'on fait de l'animation de rue en partenariat avec le centre socioculturel du quartier, tous les jours de semaine de 16h à 20h pendant l'été. C'est par enchantement qui a été choisi par consensus entre les différents partenaires pour porter cette préfiguration, parce qu'on est un petit peu identifié sur le secteur comme ayant comme on est de petite taille, on a peut-être une souplesse suffisante pour porter ce genre de projet. Le temps court a fait que nous n'avons pas pu avoir un psychologue pendant 4 semaines, mais 4 psychologues, chacun une semaine. Et finalement, c'était assez intéressant de voir les différentes approches, ce que ça pouvait changer si le psychologue était un homme ou une femme. Voilà. Donc, les bénévoles sont des habitants du quartier et donc ils sont partie prenante dans le montage de ce projet, dans la promotion de l'action. Et les habitants qui sont suivis par le psychologue, ils ont été mis en relation par d'autres habitants du quartier, un voisin, un proche ou un bénévole qu'ils connaissent. Dans tous les cas, la démarche a été largement dédramatisée par cette présence quotidienne du psychologue, mais que c'est aussi un projet qui s'établit sur le temps long. Donc là, ça fait 6 mois qu'il est en action. La sollicitation, elle est croissante, mais elle n'est pas allée de soi non plus. Après, ce qui nous a vraiment aidé, ça a été de travailler vraiment en co-construction étroite et en totale transparence. On parlait de subventions tout à l'heure. Aussi sur ce point-là, donc un psychologue, combien ça coûte tant, avec les partenaires et les habitants. Alors le projet il a un petit peu évolué. Au début on parlait de psy de rue et ça c'était peut-être un petit peu ambitieux. Parce qu'en fait, ce qui a été bloquant, c'est notamment lié au confinement et au couvre-feu, c'est la difficulté de faire des maraudes, d'aller à la rencontre d'habitants, notamment quand on est tout seul. Alors, il y a un autre frein, et celui-là, il est clair, c'est la question de la barrière de la langue. S'il y avait pérennisation, peut-être qu'on opterait plutôt sur un binôme homme-femme.
Alors, psychologue ou infirmier psy, quand on a lancé l'offre d'emploi pour ce psychologue à mi-temps, on a eu énormément de candidatures. Et tout de suite, très rapidement, en 48 heures, on a dû appeler Pôle emploi pour dire on arrête l'offre. On a dû avoir une 50aine de candidatures, au moins 25 hyper pertinentes. On est vraiment sur la zone grise, la zone du mal-être, la zone du pas bien, la zone de l'angoisse. Et une des idées qu'on a, c'est que si on intervient là-dessus, après, on va pouvoir débloquer toutes les questions d'empowerment parce qu'on a enlevé quelque part un frein. Donc, une fois par semaine, il y a un groupe d'échange d'habitants avec le psycho sur une thématique que les personnes ont choisie. Donc, aujourd'hui, c'est la soumission dans le couple. La semaine dernière, c'était les mariages mixtes. Donc, voilà, c'est des thématiques qui sont choisies pour les habitants. Et que ce que vous dites là sur lever le couvercle pour pouvoir faire que les gens puissent se ressentir vivants avant d'être acteurs, vivants. C'est-à-dire qu'ils puissent refaire le lien avec leur pulsion de vie pour se dire, mais oui, on peut traverser tout ça. On a une psychologue qui est à temps complet chez nous, qui intervient à la demande des familles, mais surtout de parents d'ados, mais aussi pendant le Covid, elle était vraiment importante pour nous parce que du coup, n'ayant pas de locaux, on a été beaucoup en télétravail. Donc, je vous parle du premier Covid là. Et du coup, elle a été mise à disposition, elle nous appelait et dès qu'on avait des familles avec qui on rencontrait des difficultés, elle se mettait directement en lien téléphonique. Merci WhatsApp et toutes les plateformes des réseaux. Dans ces moments-là, ça nous a extrêmement servi. Les familles sont beaucoup allées sur le net pour tout ce qui était scolaire, où on a fait, nous, le lien, effectivement, auprès des enseignants qui n'arrivaient pas de chez les familles. On créait le lien. On a pu mettre à disposition, grâce au département, des ordinateurs pour les familles qui n'en possédaient pas. Et voilà, les familles qui ne pouvaient pas imprimer, on s'est débrouillé aussi avec les assistantes sociales. Enfin, il y a eu tout un réseau qui s'est mis en route pour pouvoir proposer vraiment des services pour mieux aider les familles. Très vite, s'est posé la question de ce qu'on allait faire sur l'été, parce qu'on savait bien que beaucoup de familles ne partiraient pas cet été-là. Et du coup, voilà, on a très vite essayé de se mettre en lien avec tous les partenaires. On faisait beaucoup de visio et de téléphone avec tous les partenaires. Donc, que ce soit les communes, tous les partenaires des communes, du département. Voilà, on a essayé de trouver plein de choses à mettre en place pour les emmener sur leur lieu. Donc, ça faisait sortir quand même les familles parce qu'il y avait quand même un besoin aussi de sortir de ce lieu où ils ont été enfermés finalement pendant quelques mois. Donc ça, c'était chouette. Les familles ont vraiment apprécié. En fait, on a eu un rôle important, c'était qu'on était vraiment le fil rouge un petit peu au cœur du quartier parce que nous, on était à l'extérieur, on constatait des choses, des familles auprès de qui on n'intervenait pas forcément, on s'est rapproché d'elles et du coup, on a permis à ces familles de s'inscrire sur des dispositifs qu'ils ne connaissaient pas, justement, comme l'association que vient de parler Elodie, ou bien encore des colonies, toutes les colonies apprenantes. Avant, les familles n'auraient jamais osé, n'osaient pas. Puis il y avait, comme tu disais, Marion, la barrière de la langue. Il y avait aussi le fait que remplir même un dossier de nom, prénom, adresse, c'est super compliqué. Donc, on a été vraiment j'aime bien utiliser cette expression, le fil rouge. L'entremetteur, j'ai bien aimé, Johan, c'était pas mal aussi. Donc, je me permets de le replacer. Et vraiment, on a créé pendant tout l'été, moi, Elodie, les collègues, cette question de mise en confiance, de créer du lien, comme notre boulot du quotidien, pour vraiment accrocher toutes ces familles de manière qu'à la rentrée, on puisse avoir toutes les cartes en main pour pouvoir travailler encore mieux avec elles. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant cette période de Covid, oui, il y a eu la lassitude, il y avait besoin vraiment de passer à autre chose. Donc, on a saisi vraiment toutes les associations, tout ce qui pouvait être mis sur le quartier. On a été des petits acteurs, mais du coup, ça a permis de vraiment mettre en confiance ces familles qui, jusqu'à maintenant, n'osaient pas, ou des familles qui partaient, du coup, ne connaissaient pas ces choses-là. Les colos apprenantes, ça a été un souffle pour les familles, vraiment. Les communes nous ont suivis au niveau des financements, c'était génial. Il a fallu quand même rassurer les familles sur les colos par rapport à la crise sanitaire. Dans nos activités, on a fait pas mal d'activités qui pouvaient reproduire aussi en famille, à la maison. On a fabriqué des jeux aussi pour qu'ils puissent ramener des jeux à la maison. Voilà, on a essayé vraiment de faire des choses de ce genre. Tout en précisant qu'on n'est pas les animateurs de quartier, on est éducateurs spécialisés et tous les collègues qui interviennent à l'association Jeunesse pour Demain sont des éducateurs spécialisés. C'était vraiment pour créer les liens de manière à les activités, on les faisait essentiellement sur des centres sociaux et de manière à, comme ça, on amenait les familles un petit peu au centre social, on montrait tout ce qu'il existait dans le centre social
Et du coup, nous, double avantage pour nous. Du coup, on a présenté le service aux familles. Et puis, du coup, nous, on pouvait observer ce qui se passait au sein de la famille pendant l'activité. C'était vraiment un outil pour nous d'observation. Les communes mettaient en place des activités. Donc, nous, on envoyait les familles, on leur en parlait en tout cas pour qu'ils en aient bien connaissance. Nous, on avait ciblé les publics sur lesquels qu'on avait lors de nos activités à nous. On avait ciblé parce que l'école nous avait dit que voilà, ils pensaient que la famille était un peu fragile, l'enfant aussi, qu'il y aurait peut-être des besoins pour la rentrée, que la crise sanitaire avait un parent malade, un décès dans la famille suite à la crise sanitaire. Enfin voilà, on s'est vraiment imprégné aussi de tous les besoins et on a essayé de répondre un peu à ces besoins. Ce que j'ai pu repérer en tout cas sur les endroits où je travaille du moins, dehors, il y a plus de parents qui sortent dehors avec leurs enfants. Et notamment des papas. Et notamment des papas. Je trouve qu'il y a plus de papas encore dehors et aux abords des écoles. Je ressortirai plusieurs éléments, donc coopération, spontanéité, expérimentation, lien de confiance, être à l'écoute avec, auprès des habitants, ne pas faire sans eux, se donner cette capacité de reconnaître l'expertise des uns et des autres, aussi bien des habitants que des professionnels, quels qu'ils soient. Alors, on a finalement relevé un mantra, ou en tout cas un slogan peut-être, capacité à entendre et à s'entendre, se connaître, se reconnaître et avoir confiance les uns avec les autres. La nécessité de réinvestir et réinventer en fait les modalités d'intervention. On discutait avec le centre social de Langres qui disait mais on a changé en fait notre façon de faire parce que on est obligé d'aller à la rencontre, d'aller toquer aux portes, etc. Donc voilà toute la façon d'aménager en fait le service rendu ou les propositions de services et d'actions à destination des habitants, la coopération et l'adaptation vraiment souple et rapide en fait des acteurs pour proposer des choses adéquates. C'est vraiment le point fort en fait sur les territoires. Le fait de ne pas avoir de censure par rapport à cette parole, sauf si elle est illégale et inadaptée, ça rejoint les propos de Joël à un moment donné, c'était la pertinence du projet collectif et de la règle du jeu qui était posée. Je trouve que cette question du projet collectif associatif est quelque chose qui permet de tenir également cette parole, de pouvoir la porter. Le terme de confiance et le terme de cohérence. Alors, comment on l'a entendu? Le terme de confiance dans une logique transversale avec le travail en partenariat, mais aussi dans le dedans dans les structures, dehors, envers et avec les habitants et les jeunes. Et la notion de cohérence, de la même manière, la cohérence du projet à l'interne, la cohérence du projet à l'externe, et du coup le travail en commun qui permet cette cohérence de l'intervention collective. On a une vraie question sur les temporalités, à la fois les temporalités qui sont changées des habitants, à la fois les temporalités de l'action publique, à la fois les temporalités politiques, et dans un contexte où on ne peut pas se raconter que c'est fini. Voilà. Donc, c'est quand même une vraie question pour soutenir les groupes de professionnels, mais aussi les responsables de l'action publique, mais aussi les responsables municipaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose à soutenir du côté du vivant. Et donc, du vivant, ça veut dire aussi pour moi souvent du côté de l'anthropologie, c'est-à-dire des forces de vie qui sont dans les familles, chez les jeunes, le désir de vivre. Aller travailler avec d'autres et ouvrir le champ des quartiers et arrêter de penser que par les quartiers, quoi. Je veux dire, là, il y a un truc il faut pouvoir être en synergie avec d'autres. Remercier fortement le DSU et le RIV et l'NDP pour l'ensemble du cycle. Je crois qu'on a fait un truc qui nous ressemblait collectivement, et ça, je trouve que c'est toujours bien de le faire. Je souhaite vraiment que pour les acteurs du territoire, ça ait été bénéfique et que les vacances de cet été se passent au mieux pour vous et surtout pour les habitants des quartiers prioritaires. Donc, merci à toutes et à tous et à très vite. Merci à tout le monde. On est à votre disposition. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.